Depuis ce Sénégal-Maroc, rien ne s'apaise. Au contraire, les jours passent, les langues se délient, les révélations s'empilent. Et ce qui devait être un simple débat d'après-match devient une enquête permanente sur les coulisses du football africain. Les supporters voulaient tourner la page, les joueurs voulaient digérer, le staff voulait préparer l'avenir. Mais comment avancer quand l'ombre du passé s'étire chaque matin un peu plus? La défaite fait mal, mais le doute, lui, ronge. Premier séisme. Et il ne vient ni d'un tacle mal maîtrisé, ni d'un penalty manqué. Il vient des coulisses. Lorsque le président de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football prend la parole, ce n'est jamais anodin. Son rôle est stratégique. Il est le garant de l'équité, le chef d'orchestre silencieux de ceux qui tiennent le sifflet, qui tranchent dans le doute, qui décident en une fraction de seconde du sort d'un match, parfois du destin d'une nation entière. Alors quand cet homme explique qu'il ne connaissait pas la majorité des arbitres présents à la CAN, le malaise dépasse la simple surprise. Il devient institutionnel. Comment accepter qu'un responsable chargé de superviser l'arbitrage continental découvre après coup que l'arbitre du match d'ouverture était également celui de la finale? Comment imaginer une telle méconnaissance dans une compétition censée représenter l'excellence du football africain? Dans les plus grandes compétitions mondiales, les désignations arbitrales sont préparées des mois à l'avance. Les profils sont étudiés, suivis, évalués. Chaque nomination est stratégique. Rien n'est laissé au hasard. Ici, l'impression qui domine est celle d'un système qui navigue à vue. Et à ce niveau, l'approximation n'est pas une erreur, c'est une faute structurelle. Un arbitre n'est pas un figurant, il est un acteur central du récit. Sa personnalité, son expérience, sa gestion émotionnelle peuvent influencer le rythme d'un match, calmer une tension ou, au contraire, l'enflammer. Ne pas maîtriser cet élément, c'est accepter que l'imprévisible devienne la norme. Et comme si cette première onde de choc ne suffisait pas, un autre élément surgit, la VAR. L'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas un luxe. Elle est née des injustices, des polémiques historiques, des erreurs qui ont marqué des générations entières. Elle représente la modernité, la précision, la promesse d'une équité renforcée. Or, on apprend que sur plusieurs matchs de la compétition, elle aurait connu des dysfonctionnements. Pas seulement lors de la rencontre RDC-Bénin, pas uniquement sur une action isolée, sur plusieurs affiches, parfois sans que le public ne s'en aperçoive réellement. C'est là que le problème devient profond. Parce que la VAR, c'est la garantie que le doute peut être revu, analysé, corrigé. Si cette garantie vacille, c'est toute la crédibilité du processus qui s'effrite. Un écran noir au mauvais moment, une communication défaillante, une décision prise sans tous les angles disponibles. À ce niveau, cela peut transformer une finale, un parcours, une génération. Les joueurs s'entraînent des années pour ces instants. Les supporters vivent émotionnellement pour ces instants. Les nations construisent leur fierté autour de ces instants. Alors non, ce n'est pas un simple détail technique. C'est un symbole. Le symbole d'un football africain qui grandit, qui attire, qui passionne, mais qui doit encore solidifier ses fondations organisationnelles. On ne peut pas exiger des joueurs une rigueur absolue, une concentration extrême, une discipline tactique parfaite, si dans les coulisses, les standards ne sont pas irréprochables. Ce que révèlent donc ces déclarations, ce n'est pas seulement une maladresse de communication, c'est une faille dans la chaîne de responsabilité. Et à l'ère du football mondialisé, où chaque décision est analysée au ralenti, où chaque déclaration circule en quelques secondes, la moindre fissure devient visible. La CAN n'est plus un tournoi périphérique. Elle est scrutée, disséquée, commentée à l'échelle planétaire. Les joueurs évoluent dans les plus grands clubs européens avec des standards d'organisation extrêmement élevés. L'écart entre l'exigence du terrain et la gestion institutionnelle ne peut plus exister. Chaque détail compte. À ce niveau, un détail peut changer un destin. Et lorsque les détails se multiplient, ils ne relèvent plus du hasard. Ils dessinent un système qui doit évoluer. La question n'est plus seulement de savoir qui a commis une erreur. La vraie question est de savoir si cette finale deviendra un simple scandale de plus ou le point de départ d'une réforme profonde. Parce qu'au bout du compte, ce que réclament les supporters, les joueurs et tout un continent, ce n'est pas la perfection, c'est la crédibilité. Et puis, il y a ce point précis, presque technique, presque froid, mais potentiellement explosif, le règlement, pas l'émotion. Pas l'interprétation, le règlement. Selon les textes de la Confédération africaine de football, tout joueur qui quitte le terrain sans autorisation officielle de l'arbitre doit être sanctionné d'un carton jaune.
C'est noir sur blanc. Ce n'est ni une rumeur, ni une opinion. C'est une disposition claire, pensée pour éviter les débordements, les pressions collectives, les scènes de chaos qui peuvent aller faire basculer un match. Lors de cette finale, plusieurs joueurs sénégalais seraient sortis du terrain dans un moment de tension extrême. L'image est encore vive. Agitation, discussion, confusion. Mais au bout du compte, aucun carton n'a été distribué pour ces sorties. Pourquoi? La question est simple. La réponse, elle, est beaucoup plus lourde. Certains évoquent une intervention venue d'en haut. L'idée que le président de la commission d'arbitrage aurait demandé à l'arbitre de temporiser, voire de ne pas sanctionner. Si cela était avéré, ce serait un séisme institutionnel, car l'arbitre sur le terrain est censé être souverain, intouchable, protégé de toute influence extérieure. D'autres pointent le banc marocain, son absence de réaction formelle, son manque de pression, son incapacité à exiger l'application stricte du règlement dans le feu de l'action. Et c'est là que le débat devient plus inconfortable. Parce qu'au-delà d'un éventuel dysfonctionnement arbitral, une autre vérité s'impose. Dans ces instants, tout se joue aussi dans la lucidité des staffs. Connaître le règlement, c'est une arme. Savoir l'utiliser, c'est une compétence. À ce niveau de compétition, chaque détail réglementaire peut devenir un levier stratégique. On peut dénoncer, on peut suspecter, on peut s'indigner. Mais peut-on ignorer ses propres silences? Car imaginons le scénario. Plusieurs joueurs quittent le terrain. Chacun reçoit un carton jaune, comme le prévoit le texte. Certains sont peut-être déjà avertis. Les exclusions s'enchaînent. La supériorité numérique devient réelle. Les prolongations se jouent à 11 contre 10, voire 11 contre 9. Et dans l'hypothèse extrême, si le nombre de joueurs descend sous le seuil réglementaire, le match peut être arrêté. Ce n'est pas de la fiction, c'est du droit sportif. Bien sûr, tout cela relève du conditionnel. Rien ne garantit que la dynamique du match aurait basculé. Rien n'assure que le Maroc aurait gagné. Le football n'est pas une équation mécanique. Il est imprévisible, émotionnel, parfois irrationnel. Mais le football moderne se joue aussi dans les marges, dans la gestion des détails, dans la maîtrise des règles, dans la capacité à transformer une situation confuse en avantage stratégique. Cette séquence révèle quelque chose de plus profond qu'une simple polémique. Elle met en lumière l'importance du professionnalisme total à tous les niveaux. Les joueurs doivent être prêts physiquement et mentalement. Les entraîneurs doivent être tactiquement irréprochables. Les dirigeants doivent être institutionnellement solides. Et les staffs doivent connaître le règlement comme un avocat connaît son code. À ce niveau, l'innocence n'existe pas. Il n'y a que la préparation ou l'improvisation. La tentation est grande de réduire cette finale à une injustice. Mais une grande nation de football se construit aussi dans sa capacité à analyser ses propres manquements, à accepter que parfois l'adversaire ne gagne pas seulement parce qu'il est meilleur, mais aussi parce qu'il exploite mieux les failles du moment. Ce règlement non appliqué ou non revendiqué restera comme l'une des zones grises de cette finale, une de plus. Et dans les grandes compétitions, ce sont souvent les zones grises qui décident de la couleur de la médaille. Et puis, il y a ce moment que tout le monde revoit en boucle. Celui qui efface le bruit, les polémiques, les règlements, les débats institutionnels. Celui qui réduit une finale entière à 11 mètres de vérité, le penalty. Dans un stade sous tension, dans un pays suspendu à son écran, le temps s'est arrêté. On ne parle plus de tactique, on ne parle plus d'arbitrage, on ne parle plus de commission, de VAR ou de règlement. On parle d'un face-à-face, d'un tireur, d'un gardien, d'un souffle. C'est ça la cruauté magnifique du football. À cet instant précis, tout devient limpide. Le Maroc avait une balle de titre, pas une hypothèse, pas une projection juridique, une occasion concrète, une opportunité offerte par le jeu. Le choix a été clair. Continuer, jouer, assumer le terrain. Ne pas chercher la victoire dans les couloirs. Ne pas attendre un verdict administratif. Gagner avec les pieds, pas avec un communiqué. C'était un choix noble, courageux même. Le silence avant la frappe était presque religieux. Des millions de cœurs battant au même rythme. Les souvenirs des finales passées, les rêves d'une génération, le poids d'un continent ambitieux. Dans ces secondes-là, un joueur ne frappe pas seulement un ballon, il frappe avec l'histoire sur les épaules. Le gardien danse sur sa ligne, le tireur recule, 3 pas, 4 peut-être, une inspiration et le ballon s'envole. Pas simplement au-dessus de la barre, il emporte avec lui une part d'espoir, une part de contrôle sur le récit. À partir de cet instant, tout change, parce que le football est parfois injuste, souvent cruel, mais il est d'une clarté implacable. Quand l'occasion se présente, il faut la saisir.
On peut revenir sur les décisions, on peut analyser les contextes, on peut décortiquer les influences. Mais cette action-là était pure, directe, décisive. C'est là que la morale sportive bascule. Toute contestation perd une partie de sa force, non pas parce que les questions disparaissent, mais parce que le destin avait offert une porte et que cette porte est restée fermée. Les grandes équipes, les grandes nations se définissent souvent par leur capacité à transformer ces instants suspendus. Les pénaltys en finale ne sont pas des actions comme les autres. Ils sont des tests de nerfs, de préparation mentale, de maîtrise émotionnelle. Ils séparent parfois les générations dorées des générations inachevées. Ce tir raté ne résume pas tout. Ce serait trop simple. Une finale est un enchaînement de détails, de décisions, de séquences. Mais ce moment-là concentre la vérité du sport de haut niveau. Au sommet, les marges sont infimes et quand l'opportunité passe, elle ne repasse pas toujours. Il fallait la transformer, non pas pour faire taire les débats, non pas pour effacer les zones d'ombre, mais pour écrire l'histoire de la manière la plus incontestable possible. Le football offre rarement une deuxième chance dans le même match. Cette nuit-là, le Maroc en a eu une immense. Elle était à 11 mètres. Et c'est peut-être pour cela que cette finale fait si mal. Parce qu'au-delà des polémiques, au-delà des révélations, il y avait un instant pur, limpide, décisif. Un instant où tout était encore possible. Et comme si cette finale n'était pas déjà assez lourde en tension, en révélation et en fracture, un détail presque insignifiant en apparence est venu cristalliser les débats. Une serviette. Oui, une simple serviette posée près du terrain, devenue en quelques heures un sujet national, presque mystique. Dans le tumulte émotionnel d'une finale de CAN, chaque image prend une dimension disproportionnée. Une bouteille déplacée, un regard insistant, un geste d'agacement, et voilà qu'un objet banal se transforme en symbole. Cette serviette sénégalaise, placée près de la pelouse, a concentré sur elle des soupçons, des fantasmes, des théories, comme si le chaos du match avait besoin d'un support matériel pour exister. C'est dans ce contexte que la parole de Hervé Renard a apporté une nuance rare. Fin connaisseur du football africain, homme de terrain, il ne s'est ni moqué ni emballé. Il n'a pas alimenté le sensationnel. Il a simplement évoqué quelque chose derrière. Une phrase mesurée, ambiguë, ouverte. Et c'est précisément cette ouverture qui a nourri les interprétations. Un symbole, un objet béni, un rituel d'avant-match, ou simplement une stratégie psychologique destinée à perturber l'adversaire dans un moment de tension extrême. Il faut comprendre une chose, le football africain ne se vit pas uniquement avec des schémas tactiques et des statistiques. Il se vit aussi avec des croyances, des rituels, des repères culturels forts. Dans de nombreuses sélections, les objets ont une valeur symbolique. Un maillot, un bracelet, une prière collective, une bouteille d'eau particulière. Ce ne sont pas des superstitions naïves, ce sont des ancrages psychologiques, des manières de créer une bulle de confiance dans un environnement hostile. Ignorer cette dimension serait une erreur d'analyse, mais tomber dans l'excès inverse le serait tout autant. Réduire une finale continentale à un morceau de tissu serait simplifier à l'extrême ce qui s'est joué sur le terrain. Une serviette, même chargée de symboles, ne fait pas une tactique. Elle ne remplace pas un pressing mal coordonné. Elle ne transforme pas un penalty. Elle ne modifie pas un placement défensif. Ce qui gagne une finale, ce sont des choix, des gestes précis. Des nerfs solides. Le football de haut niveau est une affaire de maîtrise émotionnelle. Si une équipe se laisse déstabiliser par un objet posé au sol, alors le problème dépasse largement l'objet en question. La guerre psychologique fait partie du jeu. Elle existe partout. En Europe, en Amérique du Sud, en Afrique. Elle prend des formes différentes, mais elle existe. La vraie question n'est donc pas de savoir ce qu'il y avait dans la serviette. La vraie question est de savoir pourquoi elle a pris autant de place dans le débat collectif. Peut-être parce que lorsque la douleur est forte, on cherche des explications tangibles, quelque chose à désigner du doigt, quelque chose de concret à blâmer. Mais la vérité dans toute sa brutalité sportive est plus simple. Un match se gagne sur des décisions justes, sur des moments clés maîtrisés, sur des occasions converties. Il se gagne dans la tête autant que dans les jambes. La serviette n'a pas sifflé, la serviette n'a pas arbitré. La serviette n'a pas tiré le penalty. Elle est devenue un symbole parce que l'émotion avait besoin d'un support. Mais l'histoire d'une finale se construit ailleurs, dans les choix stratégiques, dans la gestion des temps forts, dans la capacité à transformer une opportunité en titre. Et au bout du compte, aussi mystérieux que puissent être certains détails, le football reste un jeu d'hommes, de décision et de sang-froid. La colère gronde. Elle est presque inévitable.
Après une finale aussi tendue, aussi controversée, aussi lourde émotionnellement, la tentation est immense de tout renverser, de pointer du doigt, d'exiger des démissions, de parler d'incompétence structurelle. Certains vont plus loin encore. Ils évoquent une révolution interne, un changement radical à la tête de la Confédération africaine de football, une candidature alternative, une nouvelle ère. Dans les heures qui suivent une désillusion, l'émotion prend le dessus, elle est brute, elle est sincère, elle est humaine et il serait malhonnête de la mépriser. La colère d'un peuple de supporters, c'est aussi la preuve qu'il aime profondément son équipe, qu'il investit du temps, de l'énergie, de l'espoir. Oui, la colère est compréhensible, mais l'histoire du sport nous enseigne une chose essentielle. La colère seule ne construit rien. Elle secoue, elle dénonce, elle alerte. Mais pour bâtir, il faut autre chose. Il faut de la lucidité. La lucidité, c'est accepter d'analyser sans excès. C'est distinguer les dysfonctionnements réels des emballements émotionnels. C'est comprendre que si des erreurs ont été commises, elles doivent être corrigées avec méthode, pas avec précipitation. Parce que pendant que le débat enfle, le calendrier, lui, continue d'avancer. Une autre échéance approche, la Coupe du Monde, un nouveau cycle, une nouvelle génération peut-être, une nouvelle opportunité d'écrire une page différente. Le football ne s'arrête jamais, il ne laisse pas le temps de ruminer éternellement, il impose de se projeter. Et c'est là que se joue le vrai tournant. Une nation peut choisir de rester prisonnière d'une finale, de la rejouer mentalement pendant des années, de transformer chaque décision contestée en cicatrice permanente, ou elle peut décider de transformer cette frustration en énergie. Les grandes sélections ne se définissent pas uniquement par leurs trophées. Elles se définissent par leur capacité à rebondir, à apprendre, à se remettre en question sans s'autodétruire, à transformer l'amertume en exigence. La colère peut être un point de départ, mais la lucidité doit être la direction. Parce que le très haut niveau ne pardonne pas l'instabilité émotionnelle prolongée. Si l'on veut rivaliser avec les meilleures nations du monde, il faut une structure solide, une vision claire, une unité minimale. Les règlements peuvent être débattus, les décisions arbitrales peuvent être analysées, les responsabilités peuvent être établies. Mais l'objectif final doit rester le terrain. À un moment donné, une nation doit se poser cette question simple et brutale. Voulons-nous être définis par une défaite controversée ou par notre capacité à écrire la suite? Les grandes histoires du football sont souvent nées d'une douleur, une finale perdue, un penalty manqué, une injustice ressentie. Mais elles ne deviennent légendaires que lorsque cette douleur est transformée en carburant. La frustration est une énergie puissante. Mal dirigée, elle détruit. Bien canalisée, elle élève. Le choix est là, entre colère et lucidité, entre revanche émotionnelle et construction stratégique, entre rester figé dans une nuit douloureuse ou préparer le prochain lever de soleil. Cette Sian 2025 ne s'effacera pas facilement. Elle restera dans les mémoires, pas seulement pour son résultat, mais pour tout ce qu'elle a déclenché. Des débats sans fin, des polémiques persistantes, des révélations troublantes, peut-être même des ajustements réglementaires à venir au sein de la Confédération africaine de football. Mais au-delà de l'émotion et des controverses, une question plus profonde s'impose, une question qui dépasse le cadre d'une finale. À l'ère où le football mondial est devenu une industrie millimétrée, où chaque détail est optimisé, analysé, professionnalisé, le football africain peut-il encore se permettre la moindre approximation organisationnelle? Peut-il accepter que des zones d'ombre viennent ternir des compétitions qui, sur le terrain, regorgent de talent, d'intensité et de passion? Les standards ont changé. Les joueurs africains évoluent dans les plus grands clubs d'Europe. Ils sont formés dans des environnements d'exigence extrême. Ils vivent au quotidien avec des structures médicales avancées, des analyses vidéo sophistiquées, des organisations sans faille. Lorsqu'ils reviennent en sélection, ils apportent ce niveau d'exigence avec eux. Le décalage n'est plus acceptable. Le public africain n'est plus un public local isolé. Il est connecté, informé, exigeant. Il compare, il observe. Il analyse. Les supporters investissent émotionnellement, financièrement, symboliquement. Ils méritent une compétition à la hauteur de leur passion. Les joueurs méritent un cadre irréprochable. Les staffs méritent des règles appliquées avec rigueur. L'Afrique mérite une gouvernance à la hauteur de son talent, car le potentiel est immense.
Les stades vibrent, les générations se succèdent avec un niveau technique impressionnant. Le monde regarde. Et plus le monde regarde, plus l'exigence augmente. La finale est terminée. Oui, le trophée a changé de main. Les médailles ont été distribuées. Les images ont été archivées. Mais l'histoire ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Elle continue dans les décisions prises après, dans la capacité à tirer des leçons, dans le courage d'admettre les failles et de les corriger. Les grandes institutions ne se jugent pas seulement sur leur succès, mais sur leur capacité à évoluer. Et pour une nation, pour un continent, pour une sélection, la vraie grandeur ne réside pas uniquement dans la victoire, elle réside dans la réaction. Les plus grandes équipes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, elles sont celles qui transforment leur chute en fondation plus solide, celles qui refusent d'être définies par un échec, celles qui utilisent la douleur comme moteur, pas comme prison. Cette CAN 2025 laissera des traces, c'est certain, mais ces traces peuvent devenir des cicatrices amères ou des repères pour progresser. Le football africain est à un carrefour entre émotion et structure, entre passion et rigueur, entre héritage et modernité. La vraie question n'est pas ce qui s'est passé. La vraie question est ce qui sera fait ensuite.